Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer le cours sur les familles de vecteurs en travaillant sur la notion de famille génératrice. Nous allons continuer à nous placer dans le même cadre que les vidéos précédentes, c'est-à-dire que K est un corps, et en première lecture au moins, on peut le considérer comme étant égal à R ou C, et E et F sont deux espaces vectoriels sur K. Alors, commençons par donner la définition qui nous intéresse. Donc, celle de famille génératrice. Donc, on parle d'une famille de vecteurs, bien sûr. Donc, je prends xi, une famille de vecteurs de E, et je dis que cette famille xi engendre E. On dit aussi que c'est une famille génératrice de E si E est égal au sous-espace vectoriel engendré par cette famille. C'est-à-dire, si tout vecteur de E s'écrit comme combinaison linéaire d'éléments de cette famille. Alors c'est une notion fondamentale. Ce qu'il faut bien voir, c'est que au moins au début, on la manipulera souvent dans le cadre d'une famille finie. Donc avec I donc, qui est égal au segment d'entier 1n. Donc c'est-à-dire que la famille des xi c'est égal au nuplet x1, xn, donc un nuplet de vecteur. On a donc une définition quantifiée très simple qu'il convient de connaître par cœur. Donc la famille x1, xn engendre E, si et seulement si, pour tout vecteur x de E, il existe des scalaires lambda 1, lambda n, tels que x est égal à la combinaison linéaire lambda 1 x1 jusqu'à lambda n xn. Donc ça, c'est juste retranscrire la définition précédente. Il est très important de bien connaître ces définitions quantifiées par cœur. Alors, deux remarques. Premièrement, c'est quelque chose que l'on manipulait déjà, en fait, sans le dire. Et en fait, beaucoup des manipulations, donc deuxième remarque, beaucoup des manipulations que nous allons faire reposent uniquement sur les propriétés de sous-espaces vectoriels que nous avons énoncés précédemment. Donc nous n'aurons pas beaucoup de démonstrations à faire dans cette partie. La première chose à voir est que nous connaissons beaucoup d'exemples de familles génératrices dans les sous-espaces, dans les espaces vectoriels de référence. Alors, quels sont nos espaces vectoriels de référence? Premièrement, les espaces de vecteurs. Donc, pour k puissance n, ben, si i est entre 1 et n, on peut considérer le vecteur ei qui n'a que des zéros, sauf un 1 en ième position. Et ce que l'on peut voir, si on prend un vecteur x dans k puissance n, x s'écrit donc avec ses coordonnées, donc on va dire qu'il existe des vecteurs, des scalaires x1, xn, tels que x est égal à la colonne x1, xn, et bien ça on peut l'écrire x1, 1 plus xn, en. C'est-à-dire, donc, conclusion, la famille de vecteurs E1 jusqu'à En engendre k puissance n. Alors nous aurons très bientôt un nom pour cette famille, on l'appellera base canonique de k puissance n. Dans le même style, dans la même
foulée, par exemple, C. C en tant que R espace vectoriel, on peut le voir comme engendré par 1i. Donc la famille 1i engendre C sur R. Bien sûr, en tant que C espace vectoriel, on peut mettre juste 1. Bien sûr, C, nous pouvons le voir comme étant engendré par n'importe lequel de ces vecteurs, n'importe lequel de ces nombres, pour tout nombre complexe non nul, bien sûr. Ça, je vous laisse l'expliciter si ce n'est pas évident. Quelques autres exemples. Eh bien, les espaces de polynômes, par exemple. Si on prend un polynôme P dans K crochet X, on sait qu'il existe une famille de scalaires lambda K à support fini, tel que P est égal à la somme des lambda K xk. Ça, c'est l'écriture de P sous forme développée réduite. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que K crochet X, l'ensemble des polynômes, eh bien, est engendré par la famille des X puissance K, pour K entier naturel. Donc, cela veut dire que cette famille est une famille génératrice de K crochet X. Donc, elle engendre K crochet X. De la même manière, sur les espaces de polynômes de degré borné, majoré, donc c'est-à-dire kn crochet x, si je prends donc un entier naturel n, k indice n crochet x, c'est immédiatement le sous-espace vectoriel de lui-même engendré par un x jusqu'à x puissance n. Donc on a encore une famille génératrice de cet espace. Autre exemple, sur les espaces de matrice, donc dans M indice NP de K, avec ce que l'on a appelé les matrices élémentaires, donc EIJ, donc la matrice de dimension NP nulle sauf un coefficient qui vaut 1 sur la jème colonne et la im ligne. Eh bien, si je prends M, une matrice de coefficient MIJ, donc I entre 1 et N, J entre 1 et P, de dimension NP, eh bien immédiatement, M s'écrit comme la somme pour les I entre 1 et N et pour les J entre 1 et P des MIJ, EIJ, c'est la même chose que pour les exemples de vecteurs auparavant. Et donc, conclusion, la famille des matrices élémentaires, pour I entre 1 et N, J entre 1 et P, engendre l'espace des matrices de dimension NP. Une chose que l'on peut remarquer dans l'exemple précédent, c'est qu'ici, on a vu ceci comme un espace vectoriel en lui-même, ce qui est tout à fait normal, mais on peut aussi le voir comme sous-espace vectoriel de l'exemple précédent, de l'exemple des polynômes sans restriction sur le degré. Et ce que l'on voit, c'est qu'on peut faire ça tout le temps. Donc, on a aussi la notion de famille génératrice d'un sous-espace vectoriel, qui est juste la notion de famille génératrice du sous-espace vectoriel considéré en tant qu'espace vectoriel. Donc, remarque, donc on peut juste dire que si on prend V, un sous-espace vectoriel de E, et F, une famille de vecteurs de V, j'adapte une autre notation, eh bien,
on dit que F est une famille génératrice de V si et seulement si V est le sous-espace vectoriel engendré par F. Rien de nouveau. Alors si on essaie d'adapter l'écriture quantifiée dans le cas d'une famille finie, là ça se passe légèrement différemment. Je vous laisse réfléchir pourquoi. Donc si je prends x1, xn, des vecteurs de E, V, un sous-espace vectoriel de E, eh bien, alors, x1, xn est une famille génératrice de V, si et seulement si. Alors, on peut donner deux écritures, soit si et seulement si x1, xn sont des éléments de V et tout vecteur de V s'écrit comme combinaison linéaire des xi, donc il existe lambda lambda n tel que x égale la somme des lambda xi. On peut aussi l'écrire pour tout x dans E, x appartient à V si et seulement si il existe lambda 1, lambda n dans K, tel que x est égal à la somme pour i allant de 1 à n des lambda i xi. Tout simplement. Alors, il n'y a pas grande différence avec la définition si au début on aurait pris des vecteurs x1, xn dans V. Mais bon, ça peut quand même avoir le coup de donner cette définition-là. Alors, la notion de famille génératrice est une notion très importante et il est important de bien savoir comment montrer qu'une famille est génératrice. La première manière de faire cela, c'est de manière complètement naturelle, en revenant à la définition, ce qui amène le plus souvent à résoudre un système. Donc, premier exercice, premier outil pour montrer qu'une famille est génératrice, revenir à la définition. Donc, on va faire un exercice extrêmement simple. Donc, on va prendre, pour ne pas poser de problème trop technique, K indice 1, crochet X. On va considérer P1 le polynôme 2x plus 1 et P2 le polynôme moins x plus 3. L'exercice, c'est de montrer que P1, P2 engendre K crochet X. Donc je vous laisse mettre en pause la vidéo si la réponse n'est pas évidente et puis essayer de le résoudre ensuite. Donc, ce qu'il faut bien voir, si vous reprenez la vidéo, c'est que cette question revient à une résolution de système. Alors, j'aurais pu me placer dans K carré, l'espace des vecteurs de dimension 2, des vecteurs colonnes de dimension 2, ça aurait été complètement équivalente. Donc, on prend P dans K indice 1 crochet X écrit sous forme développée réduite P égale AX plus B. Je prends lambda et mu dans K et je vais résoudre le problème P égale lambda P1 plus mu P2. Donc ceci équivaut à AX plus B égale donc 2 lambda moins mu fois X plus lambda plus 3 mu. Et donc ceci équivaut au système A égale 2 lambda moins mu, B égale lambda plus 3 mu. Puis là, il va falloir commencer à faire attention à bien aligner les choses. Donc là, c'est par unicité des coefficients. Donc, bien sûr, on va pouvoir procéder par pivot. Là, on peut prendre, bien sûr, hop, par exemple, ce pivot-là. Donc, on va
réaliser l'opération ligne 1 reçoit ligne 1 moins 2, ligne 2. Donc on obtient A moins 2B égale, donc moins mu, moins 3 mu, ça fait moins 7 mu. Et B égale lambda plus 3 mu. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un système triangulaire inversible. Donc, immédiatement, ce système admet toujours une solution. On n'a pas forcément besoin de l'exhiber ici. Donc, conclusion, on a bien la famille P1-P2 qui engendre qu'un indice Cauchy-X. Donc ça, c'est vraiment la première méthode à maîtriser absolument. Maintenant, ces outils-là sont parfois légèrement insuffisants, donc on a besoin de quelques outils en plus dans notre valise, notre boîte à outils, pour pouvoir attaquer ces questions-là d'un point de vue un peu plus abstrait. Donc on a plusieurs résultats très simples, d'ailleurs, qui nous viennent directement de la vidéo précédente, des manipulations sur les sous-espaces vectoriels. Le premier, c'est le transport de familles génératrices par une application linéaire. Donc, première proposition. Donc, si je prends V, un sous-espace vectoriel de E, engendré par une famille que je vais noter grand F. Si je prends petit f, une application linéaire qui va de E dans F, alors l'image de V par petit f, c'est un sous-espace vectoriel, le grand F, engendré par l'image de cette famille. Alors, qu'est-ce que l'on entend par l'image de cette famille? C'est-à-dire, parce que cette notation, alors c'est une notation très utilisée, cette notation-là. C'est une notation très utilisée, mais très légèrement abusive. Donc, si la famille des xi engendre V, donc ça c'est ce que je notais F, eh bien, la famille des f de xi engendre donc l'image de V par F. Et ça, c'est ce que je note petit f de f ronde. On a déjà démontré ce résultat. On a montré que donc l'image du sous-espace vectoriel engendré de V, c'est l'image par F. Donc l'image de V, c'est l'image par F engendrée par c'est l'image par F du sous-espace vectoriel engendré par la famille des xi, et c'est juste ça, le sous-espace vectoriel engendré par les f de xi immédiatement. Donc il n'y a rien à démontrer, c'est juste une réécriture du résultat fondamental qu'on avait obtenu dans la vidéo précédente. On peut en donner une application, un exercice. Donc si je prends P, le plan d'équation x plus 2y moins z égale 0, bien sûr, on se place dans R3, et f, l'application qui va de R3 dans R carré, et qui a un vecteur x, y, z associé le vecteur x plus z, 2x plus y plus z. La question que l'on peut se poser,
c'est de donner une famille génératrice de l'image de f. Puis, est-ce qu'on peut connaître l'image de f? Pardon, pas de l'image de f. Oh là là là. Oh, ça pourrait être de l'image de f, hein. Mais on va faire même mieux, de l'image de P par F. Donc je vous laisse réfléchir à comment faire ceci. Mettre en pause la vidéo au besoin. Et si vous reprenez la vidéo, eh bien, le plus simple, c'est de trouver une famille génératrice de P et de calculer son image par F. Comment est-ce qu'on trouve une famille génératrice de P? Alors ça, c'est quelque chose de très simple qu'il faut savoir faire absolument. Donc on dit, si je prends un vecteur x, y, z, x, y, z est dans P, donc ça équivaut à x plus 2y moins z égale 0, donc ça équivaut à x égale moins 2y plus z, donc ça équivaut à la colonne x, y, z, on remplace x par moins 2y plus z, donc ça fait y fois moins 2, 1, 0, plus z fois 1, 0, 1. Donc, première étape, P est engendré par les deux vecteurs moins 2, 0, moins 2, 1, 0 et 1, 0, 1, que l'on peut appeler d'ailleurs U1 et U2 au besoin. Et donc par le théorème fondamental que l'on avait vu avant, l'image de P, c'est le sous-espace vectoriel de R2 engendré par ces deux vecteurs, f de U1, f de U2, donc moins 2, 1, 0, 1, 0, 1. Donc c'est le sous-espace vectoriel engendré par, donc fait x égale moins 2, y égale 1, on obtient moins 2 ici. On fait x égale moins 2, y égale 1, on obtient moins 3 là. Ensuite on fait x égale 1, z égale 1, puis y égale 0, donc on obtient 2 ici. Et ensuite on obtient 2 et 1, 3 là. Donc là on a un vecteur V1, un vecteur V2. Et ce que l'on voit ici, c'est que V1, c'est moins V2. Donc, on peut, par les règles de manipulation sur les sous-espaces vectoriels engendrés, ceci, c'est le sous-espace vectoriel engendré par exemple, V1. Donc, 2, 3. Conclusion. Donc, une famille génératrice de l'image de P par F, c'est juste la famille. Alors, on peut mettre deux parenthèses éventuellement. C'est le vecteur engendré par, c'est le vecteur par exemple de coordonnées de 3. Donc l'image de f ici, c'est une droite vectorielle. On s'en rend compte immédiatement. Une droite vectorielle, c'est un sous-espace vectoriel engendré par un vecteur, bien sûr, non nul. Alors un corollaire du résultat précédent, et c'est immédiat, c'est si je prends f, une famille génératrice de E, et si je prends petit f, une application linéaire qui va de grand E dans grand F surjective, alors l'image de la famille f ronde par petit f engendre immédiatement grand F. C'est-à-dire qu'une application linéaire surjective préserve les familles génératrices, c'est-à-dire envoie une famille génératrice sur une famille génératrice. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez utile que l'on pourra exploiter, disons, dans des contextes quelque peu abstraits. Alors ensuite, la deuxième chose, le deuxième outil que l'on pourra utiliser, que l'on vient d'utiliser en fait ici, dans cet exemple-là, c'est comment manipuler des familles génératrices par ajout ou suppression de vecteurs.
alors la plupart du temps, l'ajout de vecteurs ne sera pas très intéressant. Ce sera surtout la suppression de vecteurs qui sera intéressante. Donc, on a la proposition suivante. Donc, si je prends F, une famille génératrice de E, premièrement, je peux lui rajouter un vecteur. Donc, alors, comment est-ce qu'on écrit un rajout de vecteur sur une famille? En fait, il faut écrire une concaténation. Donc, je vais l'écrire comme ça. Donc, je vais mettre un plus pour rappeler la concaténation, un peu comme dans Python, mais avec une union autour. On va dire que c'est un symbole maison, hein. Donc, plus la famille grand X. Cela engendre toujours E. C'est-à-dire qu'on peut toujours rajouter un vecteur à une famille génératrice. On obtient toujours une famille génératrice, même si c'est rarement intéressant. Donc ça, c'est la concaténation de la famille F et de la famille X, c'est-à-dire que c'est l'ajout du vecteur X à la famille F. Et ensuite, si je prends X dans F et combinaison linéaire des vecteurs de F privé de X, hein, donc des autres vecteurs, alors F privé de X engendre toujours E. C'est-à-dire que l'on peut enlever un vecteur à une famille génératrice à la condition que celui-ci ne soit pas combinaison linéaire des autres. Et bien entendu, c'est une condition nécessaire et suffisante, parce que si ce vecteur n'est pas combinaison linéaire des autres, si on l'enlève de la famille génératrice, on va l'enlever du sous-espace vectoriel engendré. Et le sous-espace vectoriel engendré ne remplira bien entendu alors plus tout l'espace vectoriel. Donc, ceci, en fait, on a déjà démontré, on a déjà donné les arguments pour ça. C'est que tout simplement, si on a x une partie de E et x et y une partie de E qui vérifie que x est inclus dans y et y est inclus dans le sous-espace vectoriel engendré par x, alors en passant au sous-espace vectoriel engendré par croissance, eh bien, le sous-espace vectoriel engendré par x, c'est égal au sous-espace vectoriel engendré par y. Donc pour le 1, on l'applique avec x égale la famille f ronde et y la famille f ronde auquel on a ajouté x. Pour le 2, on l'applique avec y et la famille f ronde et grand X la famille f ronde de laquelle on a engendré dont on a enlevé le vecteur petit x. Donc, je vais l'écrire, grand 1 c'est x égale f ronde, y égale f ronde concaténé avec juste la famille un élément x, et le 2 c'est f ronde privé de x et y c'est f ronde. Alors, une remarque, mais légère définition, ou plutôt notation, sur cette concaténation. Ce n'est pas une opération que je vais vous définir formellement, ce serait un petit peu lourd. On va juste la définir dans le cas d'une famille finie. Qu'est-ce que la concaténation de la famille x1 xp avec la famille xp plus 1 jusqu'à xn? Eh bien, c'est la famille x1 jusqu'à xn. Tout simplement. Donc, concaténer, cela veut dire mettre bout à bout. C'est d'ailleurs le sens de la chose. Et enfin, dernier résultat, alors là, plus abstrait. Donc, on peut même l'appeler théorème. C'est quand on a une somme de sous-espaces vectoriels dont chacun possède une famille génératrice, est-ce que l'on sait construire une famille génératrice de la somme?
Eh bien, la réponse est oui. Donc, si je prends V et V', deux sous-espaces vectoriels de E, F et F', deux familles génératrices de V et V' respectivement, alors, eh bien, la concaténation de F et de F', ceci engendre la somme de ces deux sous-espaces vectoriels V et V'. Donc, quand on a une construction par somme, on sait automatiquement construire des familles génératrices. On démontre ceci, alors pour ne pas être trop lourd dans les écritures, je vais me restreindre au cas d'une famille de deux familles finies. Donc, je vais prendre f ronde, je vais supposer que c'est une famille finie, donc je vais la noter x1, xp, puis f ronde prime, je vais supposer que c'est une autre famille finie, puis je vais noter, sans perdre de généralité, xp plus 1 jusqu'à xn. C'est-à-dire que f est une famille de p vecteurs de E, et f', c'est une famille de p plus 1, de n-p vecteurs de E. Ah, en fait, qu'est-ce que l'on peut voir? Eh bien, on sait que on a déjà montré, en fait, on n'a rien à faire. Donc, que la somme de V et de V', c'est donc la somme des sous-espaces vectoriels engendrés par V ronde et V ronde prime, pardon, de F ronde, excusez-moi, et de F ronde prime. Et on a déjà donné des règles là-dessus. On a dit que c'était le sous-espace vectoriel engendré par l'union. Alors, qu'est-ce que l'union? Eh bien, l'union, c'est mettre en commun les vecteurs. Et on sait que dans un sous-espace vectoriel, on peut rajouter des vecteurs en double sans changer le sous-espace vectoriel engendré, parce que on a dit que l'on pouvait enlever un vecteur combinaison linéaire des autres, ou rajouter un vecteur combinaison linéaire des autres. Donc, un vecteur étant combinaison linéaire de lui-même, on peut toujours rajouter en double un vecteur. Donc, on peut écrire ceci comme sous-espace vectoriel engendré par la famille x1, xn, et ce qui est exactement le résultat que l'on voulait établir. Alors voilà pour un petit tour des outils principaux pour montrer qu'une famille est génératrice. On pourrait en donner d'autres, bien sûr. Un exemple, alors là, plus abstrait, c'est dans le cadre d'une famille finie. Donc, on a dit que si je prends, donc, on a le cas d'une famille x1, xn, qui est une famille de n vecteurs de E, eh bien, x1, la famille x1, xn est génératrice. Ceci équivaut à, donc, pour tout x dans E, il existe des scalaires lambda 1, lambda n, tels que x égale lambda 1, x1 plus lambda n, xn. Donc, ceci équivaut à dire que notre application linéaire psi, qui, je rappelle, va de k puissance n dans E et qui au vecteur x1, xn associe, pardon, au scalaire lambda 1, lambda n associe la combinaison linéaire lambda 1 x1 plus lambda n xn, cette application, je vous rappelle, est linéaire, et eh bien cela revient à dire que cette famille est surjective. Que cette application, excusez-moi, linéaire est surjective. Donc on a beaucoup de points de vue ici qui sont liés. On a un lien très fort entre cette notion de surjectivité et cette notion de caractère générateur d'une famille de vecteurs. Alors c'est un point de vue qui peut éclairer beaucoup de choses, mais on va dire qu'il est assez abstrait. Donc voilà qui fait finalement
le tour des outils à votre disposition pour parler de la notion de famille génératrice.